Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Pendant des décennies, l'automobile était, avec le logement, les deux rêves de l'Algérien lambda. Tous les Algériens, ou presque, rêvaient de posséder une voiture neuve. Et pendant longtemps, ce ne fut qu'un rêve, un doux rêve, pour de nombreux Algériens qui, dans le meilleur des cas, et après des années de sacrifices, pouvaient difficilement acheter une voiture en deuxième, en troisième main, généralement plus chère que ce qu'elle avait coûté à son premier propriétaire. Tout le monde se rappelle de ces voitures importées avec des licences d'anciens moudjahidines qui étaient revendues après avoir roulé plus de 5 années, encore plus cher que leur prix du neuf. Tout le monde se rappelle aussi de ces Honda que le régime avait importés pour ses cadres et qui, pareillement, étaient revendus 2 fois, 3 fois leur prix, au moins, après leur période d'incessibilité. Puis, vint le temps des vaches grasses. Les prix du baril avaient explosé. Des filons et d'autres s'offraient aux clientèles du régime. Il suffisait de se baisser pour trouver son bonheur. Du jour au lendemain, des fortunes colossales s'achetaient des pignons sur rue. Des barons du régime et la foule de Bagara qui leur collait au basque avaient table dressée. Chacun dans son domaine de prédilection, l'embarras du choix. Et c'est ainsi que sortirent de la cuisse de Jupiter les tout nouveaux concessionnaires automobiles qui se mirent à importer à tour de bras des voitures toutes neuves qu'ils revendaient à des Algériens fous de joie. C'était la foire d'empoigne, des chaînes interminables pour s'offrir enfin le joujou rêvé. Pour pouvoir enfin aller faire ses courses, partir en vacances avec madame à côté et les enfants derrière. Mais comme tout le monde n'était pas riche pour pouvoir payer cash une W, comme on dit, alors le régime décida de créer le crédit consommation. Il ordonna à ses banques de prêter de l'argent à quiconque, à n'importe qui, voulait acheter une voiture neuve, même s'il était insolvable. Et c'est ainsi que des fortunes furent dépensées pour importer des véhicules neufs, comme en 2012, plus de 7 milliards de dollars en une seule année. Le nombre des véhicules ne tarda pas à être très supérieur aux capacités routières du pays. Et le nombre d'accidents aussi. Le nombre d'accidents de la route propulsa l'Algérie au 4e rang mondial. Alors, qu'à cela ne tienne, le régime entreprit de construire une autoroute et de nombreuses routes quasiment jetables pour pouvoir permettre à ses clientèles de continuer à vendre ses tacos. Et ce fut ainsi jusqu'à ce que la baudruche hydrocarbure se dégonfle. Mais les clientèles du régime ont plusieurs cordes à leur arc. Plus d'importation ou moins d'importation? OK. Alors les mêmes clientèles et d'autres groupes étrangers ont décidé de faire dans le Zama construction automobile. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais il n'en demeure pas moins que dans ce domaine de l'automobile, il y a à boire et à manger. C'est vraiment le cas de le dire. Aujourd'hui. TSA, véhicule Made in Bladi. Pourquoi le gouvernement publie les prix? Par Achira Mamri. H24 Info. Les Algériens ne veulent pas des véhicules Made in Algeria. Par H24 Info. Réflexion DZ. Le boycott des véhicules Made in Algeria se poursuit. Des voitures invendables. Par Ismaïl. Marché automobile en Algérie, l'embrouillat mini. Et pour en parler, j'aurai avec moi Farhat Aitali, expert financier. J'espère aussi pouvoir avoir Faisal Matawi, journaliste, qui sera avec moi pour poser des questions à Farhat Aitali, qui, je le rappelle, est expert en la matière, vraiment. De nombreux écrits sont consultables sur ces espaces sociaux, ainsi que dans la presse, ainsi que dans
les nombreuses interviews qu'il a accordées aux télévisions algériennes. Farhat Aitali, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Bonsoir, Farhat Aitali. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Faisal. Bonsoir, Jamal. Bonsoir, Faisal. Donc, comme on en a convenu tout à l'heure, vous m'accompagnerez pour poser des questions à Farhat Aitali qui va un peu essayer de débrouiller cet écheveau, cet embrouillamini qu'est le marché automobile de l'Algérie, dont on ne comprend pas grand-chose en ce moment. Farhat Aitali, on va essayer de scinder un peu cette émission en 3 parties. On va parler un peu de l'historique du marché automobile en Algérie, puis de l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et des perspectives, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Si vous êtes d'accord, bien sûr, Farhat Aitali. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. En commençant par l'historique de cette histoire d'industrie automobile, on doit remonter pratiquement à l'année 2010 où les Marocains avaient entamé déjà le projet de production automobile avec Renault. Manifestement en Algérie, certaines parties ont estimé que Renault devait faire exactement la même chose ici. Donc on a entamé les négociations avec la partie française, mais aux conditions de la partie française, qui n'estimait pas opportun de lancer un deuxième investissement de même envergure dans 2 pays maghrébins. Particulièrement depuis qu'on avait introduit ici la fameuse règle de 51-49, qui, comme tout le monde le sait, est rébarbative pour n'importe quel investissement de grande envergure occidentale ou même asiatique. Donc, les négociations ayant commencé sur de très mauvais auspices, Renault avait quand même posé des exigences impossibles normalement à accepter. Il avait pratiquement exigé dès le départ d'avoir 3 années d'exclusivité sur les produits fabriqués, que personne ne viendrait les concurrencer. Il avait réduit au maximum le volume de production locale. Farhat Aitali, je me permets d'abord de vous interrompre. D'abord, quand est-ce que réellement le marché de l'automobile a été ouvert en Algérie? À partir de quel moment? Parce qu'avant, on se rappelle, il y avait un marché automobile de l'occasion. À part les licences Moujahidine et les rares privilégiés qui avaient le droit d'importer et les immigrés, il n'y avait pas de marché du neuf en Algérie. À quel moment a-t-il commencé à apparaître? Comment il s'est fait et comment il a évolué? Farhat Aitali? Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le retrouver. Faisal Mattawi, à cette question, est-ce que vous avez une réponse, Faisal? C'est pas encore clair, Jamal. Vous avez parlé tout à l'heure d'embrouillamini. C'est vrai que ces dernières années, notamment les 5-6 dernières années, je pourrais même dire 10 ans, la demande sur la voiture a augmenté. Et les importations ont augmenté. On est passé est arrivé jusqu'à 500 000 voitures importées par an. Et cette importation ne paraît pas baisser. Est-ce que la demande continue d'augmenter chaque année? Ou est-ce que les Algériens ont suffisamment de moyens pour changer de voiture chaque année? Ou est-ce qu'une partie des voitures qui sont importées reprennent le chemin des réseaux clandestins vers l'extérieur? C'est une question qui reste posée. Et nous allons revenir à Farhat Aitali qui va nous le dire. Donc Farhat Aitali, d'abord le marché de l'automobile. Comment est-il venu en Algérie? Comment est-il né le marché actuel de l'automobile? Ça veut dire le neuf, les Algériens qui peuvent aller voir des voitures dans les vitrines, les commander, les acheter. Ça n'existait pas avant. Pour la commercialisation directe, elle a débuté en 1999 avec pratiquement 2 fournisseurs. Il y avait Daewoo et Hyundai. Mais à partir de 2001, c'était l'ouverture intégrale du marché à toutes les marques qui avaient pratiquement envie de vendre en Algérie. Ceci dit, on peut dire que les Chinois, ils ont commencé à s'introduire à partir de 2004. Et à partir de là, on avait pratiquement toutes les marques possibles et imaginables. D'accord. Et à quel moment le marché a été ouvert aux privés algériens, aux investisseurs algériens?
aux concessionnaires, comme on dit, qui ont donc pu représenter des marques automobiles et vendre à leur compte? Pratiquement à partir de 2001. D'accord, 2001 déjà. Il n'y a pas de marque automobile étrangère qui ne soit pas représentée d'une manière ou d'une autre par un partenaire algérien. Hein. D'accord, ok. Et généralement, qui sont ces gens, généralement? À la limite, ce n'étaient pas vraiment tous des gens introduits dans le système. Hein. À un moment donné, il n'était pas question d'une introduction particulière dans le système pour avoir une concession. Certaines marques, bien sûr, avaient été approchées par des gens influents et qui avaient fait une emprise dessus, mais d'autres marques, pratiquement, non. Je connais, moi, des opérateurs dans le domaine de l'automobile qui n'ont rien de visiblement relié au clan du système. Et à partir de quel moment il y a eu cette profusion de concessionnaires qui se sont accaparés la quasi-totalité du marché pour vendre à des plafonds très élevés? En 2012, par exemple, et en 2013, il y a eu plus de 7 milliards de dollars, pour l'exemple. Écoutez, il y a une exagération sur ces chiffres parce que de 2012-2013, il y a eu 7 milliards, effectivement, mais sur toute catégorie de véhicules confondus, hein, parce que là, il y a l'utilitaire et le touristique. Ah, d'accord. Le touristique lui-même, pratiquement, est plafonné à 4 milliards et demi. Mais c'était par année, hein? 7 milliards en 2012 et 7 milliards en 2013. Mais bon, non, pourquoi de 2012 et 2013? Parce que, comme par hasard, il y a eu des rappels de salaire qui dataient de 2008, qui n'ont pas été accordés jusqu'à 2012. Donc, certains ont eu des rappels de 4 ans d'augmentation et d'autres ont eu 5 ans d'augmentation l'année d'après. Évidemment, quand vous avez un rappel qui tourne entre 800 000 et 1,5 million de dinars, distribué à 2 ou 3 millions de fonctionnaires, forcément, ça allait finir chez les concessionnaires. Parce que c'est un montant qui ne permettait pas de faire une épargne et qui ne permettait pas aussi de faire de petits achats. Et on dirait qu'il était calculé pour aller tout droit chez les concessionnaires. On va laisser Faisal Mattawi vous poser des questions, si l'on a, sur la question de cet historique. Faisal? Oui, ben, effectivement, là, Jamal, je voulais poser à M. Farhat Attali sur le processus de passage de l'importation massive de véhicules avec des concessionnaires à cette idée d'avoir une industrie automobile. Est-ce que l'Algérie a tous les moyens techniques, humains, financiers, commerciaux, économiques, industriels pour avoir une véritable industrie automobile? Est-ce que cette décision de passer à cette industrie automobile avec des unités de montage en Algérie était une décision correcte? Farhat Attali, vous avez entendu la question. Là, on est passé directement au volet état des lieux. Donc, vous avez bien entendu la question de Faisal? Oui, évidemment, oui. Je vous en prie. Sérieusement, on ne peut pas parler de date ou algérien en matière d'industrie automobile. On a décidé de passer à l'industrie automobile de manière empirique et improvisée avec Renault à partir de 2010. Ça s'est concrétisé de manière tout aussi empirique en fin 2014. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que l'Algérie offre un terrain propice à une industrie automobile digne de ce nom, enfin selon les standards internationaux. Que les constructeurs ne viennent pas ici parce qu'un gouvernement a décidé de faire une automobile algérienne, mais parce qu'ils estimeraient éventuellement que le marché, le terrain, l'emploi local et les conditions juridiques d'investissement permettent éventuellement de lancer un investissement rentable. Et qui manifestement n'est pas dans les corps du gouvernement algérien, qui a pensé à un moment donné qu'il suffisait de décider de faire une industrie automobile pour que les gens rappliquent. Ça, c'était au départ. Mais après, je crois que les investissements qui sont venus ne sont pas venus dans le cadre d'une projection industrielle, mais beaucoup plus dans le cadre d'une combine commerciale. C'est vraiment un camouflage pour des importations sous monopole pour des parties bien précises. Ah, ça, c'est une question à soi. C'est une question qui, à elle seule, devra trouver des réponses précises, Farhat Attali. Mais sinon, en ce moment, quels sont ces gens
ces groupes qui monopolisent ce monde de la construction automobile. Ils sont 5. C'est Sovac, SPA Sovac, Tercout, Renault, Peugeot, Nissan et nous dit-on Kia. Le problème, c'est que Peugeot est un constructeur qui a un agrément mais qui ne construit rien et que Kia serait en train de construire depuis assez longtemps mais sans agrément. Est-ce que vous pouvez d'abord nous confirmer si c'est ça le groupe? On essaye de le retrouver. Faisal Mattawi, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire de gens qui sont dans ce groupe de constructeurs, Sovac, Tercout, Renault, Peugeot, Nissan et Kia? Vous êtes au courant de cette histoire de Peugeot qui a un agrément mais qui ne construit pas, à côté d'un Kia qui construit et qui n'a pas d'agrément? Oui, il y a beaucoup de choses qui manquent en matière de ce marché ou cette industrie automobile naissante en Algérie. Il y a un manque d'informations, il y a une opacité et dans une grande partie, il y a beaucoup de contradictions aussi dans les déclarations des uns et des autres entre ce que déclarent les responsables du gouvernement ou les industriels, etc. Est-ce que lorsqu'on part vers l'industrie automobile, on a une assise industrielle, on a de l'expérience? Parce qu'on est en train d'importer des véhicules, de les monter en CKD ou SKD, ça dépend de la formule. Mais est-ce qu'on a réellement une assise? Est-ce qu'on a étudié le marché? Ou est-ce qu'on est parti peut-être penser vers ce marché? Je sais que par exemple pour l'usine Peugeot, il y a eu des négociations qui ont duré. À un moment donné, le Peugeot allait abandonner le projet, puis on a écouté le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, avec a évoqué que les négociations vont avancer et que le projet va aboutir, mais jusqu'à maintenant, vous avez raison, on ne voit rien venir. Peut-être que Peugeot a estimé que ce n'est pas le moment de lancer une nouvelle chaîne en Algérie, parce qu'il y a aussi beaucoup de difficultés d'ouvrir une usine en Algérie. Il y a beaucoup de bureaucratie, il y a l'investissement direct étranger se plaint souvent de lenteur et de barrières, mais effectivement, l'opacité est là pour savoir qui fait quoi dans ce domaine de l'industrie automobile en Algérie. Et Farhat Aitali est avec nous. Farhat Aitali, on se posait la question au sujet de... on l'a encore perdu, mais c'est vraiment... En tous les cas, en attendant que nous le retrouvions, je voulais vous expliquer ce que je veux dire et ce que veut dire Faisal, bien que Faisal a été très clair. En fait, il y a des gens qui sont dans la construction automobile. Est-ce qu'ils sont vraiment dans la construction automobile? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt dans l'importation camouflée? Ça veut dire qu'ils ramènent des choses qu'ils assemblent ici. Ils nous disent nous faisons de la construction à 30% d'intégration, à 15%, à 20%. D'abord, ensuite, on posera la question à Farhat Aitali, qu'est-ce que c'est que cette intégration? Il est là avec nous, donc je vais directement à Farhat Aitali. Farhat Aitali, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire de Kia qui produit sans agrément et de Peugeot qui a un agrément et qui ne produit pas? Peugeot a sollicité son agrément, il l'a eu suite à des négociations, mais manifestement, dans son usine, il nécessite quand même un certain temps pour l'installation. Donc on a mis la charrue avant les bœufs, on lui a accordé tous les agréments, toutes les exonérations, en attendant qu'il réalise son unité. Par contre, en ce qui concerne Kia, il a déposé sa demande d'agrément en même temps que les autres. Manifestement, elle est restée dans des tiroirs quelconques un certain temps pour des raisons qui intéressent le CNI et les autorités. Mais entre-temps, lui, il avait entamé l'investissement, certainement qu'il a eu des promesses d'agrément, et il a commencé à importer les kits et à faire son montage, comme tout le monde d'ailleurs, montage empirique à l'algérienne. Ceci dit, il a commencé à vendre, mais ce que j'ai appris, c'est que ce monsieur-là, il paye les droits de douane, il a TVA au port, et il paye pratiquement toutes les taxes d'un concessionnaire tout en étant producteur. Donc il bénéficie juste d'un quota d'importation en toutes taxes comprises. Alors que les autres, les concurrents, ils ont les agréments qui leur permettent de travailler en hors taxe, d'ouvrir des free shops pour la même formule de production. Donc, on a bien fait de dire, pour le titre de l'émission d'aujourd'hui, l'embrouillamini. Mais sinon, Farhat Aitali, le 5 février 2018, le ministre de l'Industrie a accordé un pré-agrément à 40 concessionnaires
qui ont demandé à pouvoir monter des voitures en Algérie. Pourquoi il n'y a que Kia qui a été finalement autorisé? Non, non, dans les 40, il n'y a pas que les véhicules touristiques. Hein. Manifestement, il n'y a pas plus de 6 dans les véhicules touristiques. Et il a accordé plus de 28 pour les véhicules lourds, pour les véhicules utilitaires lourds, les petits camions jusqu'aux semi-remorques, les autobus. Il a même accordé, je crois, 2 ou 3 pour les motocycles et les cycles. Que les 40, quand on parle d'industrie automobile, ça ne veut pas dire véhicules touristiques. Hein. C'est toute catégorie de véhicules confondus, y compris les véhicules spéciaux, hein, les moissonneuses-batteuses, les tracteurs, enfin tout ce qui est mécanique automobile. Alors, Farhat Etali, maintenant le sujet, à mon avis, le plus délicat, cette histoire de cahier de charges. Ça veut dire ces gens qui ont été autorisés à construire, entre guillemets, doivent le faire dans le cadre d'un cahier de charges dont on nous dit qu'il ne dépasse pas les 6 pages. C'est vrai cette histoire? Bah, même pas les 6 pages. Même dans le journal officiel où les caractères sont tout petits, il ne fait pas 8 pages. En tout cas, il fait 21 articles. Donc, il y en avait un qui était à 17 articles. J'en ai élaboré moi-même un 28 articles qui a été mis au placard manifestement. Ils nous en ont sorti un de 21. Mais ce cahier de charge n'engage pas à une véritable industrie automobile. Il n'oblige pas les gens à s'associer sérieusement avec des parties étrangères inscrites dans les statuts à un pourcentage respectable. Bon, cette fois-ci, ils les ont obligés quand même à s'engager dans les statuts, mais ils n'ont pas fixé le pourcentage, ils n'ont pas fixé le plancher. Parce qu'il faut savoir aussi que certains de ces fameux constructeurs n'ont de la marque que l'enseigne qu'il y a sur le mur. Elle ne figure pas la marque dans les statuts. Le partenaire étranger n'est pas impliqué dans le projet, ni au plan statutaire, ni au plan financier. Mon point de vue était que l'étranger s'implique au moins à 30%, qu'il apporte ces fameux 30% comme fonds de départ ou bien en nature comme équipement de départ. Et j'avais aussi demandé à ce qu'une industrie automobile démarre avec une unité d'emboutissage, de découpe de tôle, de soudure et de peinture, au moins que le châssis soit algérien. Parce que là, on ne peut pas parler d'une intégration difficile. Et en arrivant à emboutir ici, nous avons déjà un véhicule dont la carcasse de base est algérienne. Après, le reste de l'intégration se discute en fonction, bien sûr, de l'intérêt de toutes les parties. Mais évidemment, en demandant ça, je savais que personne ne ferait une unité à moins de 200 000 voitures. Et 200 000 voitures, c'est un investissement d'au moins $1 milliard. Comme nous avons maintenant des investissements empiriques à quelques centaines de millions de dollars surestimés, surévalués, nous pouvons aujourd'hui considérer qu'un hangar qui peut servir à n'importe quelle autre industrie, qui peut même servir à élever du bétail, est une usine automobile. Mais ce n'est pas une usine automobile. Parce que l'industrie automobile dans le monde entier, il y a des installations spécifiques qu'on ne trouve que dans une usine de construction automobile. Alors que l'industrie automobile en Algérie, qui prétend devenir plus tard une industrie totalement intégrée, est installée dans des locaux standards qui demain peuvent être utilisés pour n'importe quoi, même pour un élevage. Faisal Mattawi, une question sur cette histoire de cahier de charge et du taux d'intégration. Oui, effectivement, je reviens, Jamal, toujours à la question de l'opacité. Pourquoi il y a toujours de l'opacité autour des cahiers de charges, autour de la vision par rapport à l'industrie automobile? Pourquoi il y a suffisamment de communication et comment expliquer les contradictions? Est-ce qu'il y a un problème de choix de vision ou est-ce qu'il y a un problème de pression de certains groupes d'intérêt? Farhat Etali, vous avez entendu la question? On a perdu Farhat Etali. Faisal, en attendant de retrouver Farhat Etali, que pensez-vous de cette... on a perdu encore Faisal Mattawi. C'est ça les aléas du direct. Et c'est ça qu'on demande aux journalistes du direct, j'allais dire un mot, de se débrouiller comme il peut. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cet appel au boycott des voitures made in Algeria sur les réseaux sociaux? Il y a des Algériens
qui ont lancé donc un appel à ne plus acheter ces voitures. Et ça va vraiment très très fort. On parle des pages qui ont jusqu'à 286 000 fans. Nous essaierons d'en parler tout à l'heure. Farhat Aitali est avec nous. Est-ce que Farhat Aitali, est-ce que vous avez entendu la question de Faisal Matawi? Si vous pouviez la répéter parce que j'ai raté la deuxième partie. Alors, il parle de pourquoi cette opacité sur les cahiers de charges, sur les taux d'intégration, pourquoi n'essaie-t-on pas de rendre plus clair cette histoire? Est-ce qu'il y a des gens ou des groupes qui font exprès de rendre encore plus opaque qu'elle ne l'est cette question? Écoutez, sérieusement, quand un texte est opaque, il est facile de définir les finalités des gens qui l'ont élaboré. C'est clair et net et précis. Mais pour moi, un cahier de charge, par définition, il doit être d'une clarté qui permette à n'importe quelle partie de s'y inscrire pour peu qu'elle réponde à des conditions précises. À partir du moment où un cahier de charge est court-circuité par des décisions discrétionnaires qui disent, dans le cadre du même texte, du même cahier de charge, Monsieur X a le droit de faire, Monsieur Y, non. À partir de là, ce n'est plus un cahier de charge, c'est juste une couverture juridique pour une combine. Ces cahiers de charge, il y a eu 3 taux d'intégration depuis le début. Le premier taux d'intégration était vraiment empirique. Il intégrait les services marchands locaux en même temps que les pièces locales, à diviser sur le prix du véhicule pour trouver un taux, alors que les services locaux dépassaient les pièces locales, qui étaient de 0 de toute façon à l'époque. On avait écarté ça pour essayer de répondre à la règle douanière internationale, qui ne considère un produit comme national qu'à partir du moment où il a au moins 40% de composants locaux et de services locaux dans la structure globale de son prix. En Europe, c'est du 60% pour la règle d'origine. Donc, on s'est arrêté aux 40%. Après, il est sorti un autre cahier de charges qui, lui, intègre certains facteurs qui n'existent nulle part au monde, y compris la réexportation des mêmes véhicules, comme un élément d'intégration. Donc, dans la formule, ils ont mis le nombre de véhicules exportés, plus les pièces et services locaux, plus le nombre d'emplois créés. Je n'ai pas encore compris pourquoi le nombre d'employés locaux pouvait participer à un coefficient dans un taux d'intégration. Tout ça pour arriver à 15% dans 3 ans. Et les 15%, évidemment, si quelqu'un réexporte 7% des véhicules qu'il a préalablement importés, même à perte, il peut les atteindre. Mais d'une manière générale, d'une manière claire, Farhat Aitali, pour parler simplement, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que ces constructeurs automobiles, si nous pouvons les appeler ainsi, sont dans la construction automobile ou dans l'importation déguisée? C'est une importation en fait. C'est une importation. Ni moins. Ça n'est pas de la construction, ça ne sera jamais de la construction automobile. Très bien. Alors, d'abord, une autre question, en attendant de pouvoir retrouver Faisal Matawi. Les sous-traitants, par exemple, je vous donne l'exemple de Renault au Maroc, dont on nous dit qu'il y a réellement des milliers d'entreprises de sous-traitants qui sont tout autour de Renault, qui lui livrent, qui est les rétroviseurs, qui est le marchepied, qui des petites choses, mais qui rassemblés font une voiture. Qu'en est-il en Algérie? Est-ce que cette tradition de sous-traitance est installée? Est-ce qu'elle est assez étoffée? Est-ce qu'elle est assez présente? Ou n'est-ce là que, comme le reste, juste un mot vide de sens? On doit prendre déjà au départ l'exemple marocain, parce que bon, un millier, c'est un peu exagéré de sous-traitants, parce qu'il faudrait quand même voir le nombre de composants qu'on intègre dans un véhicule. Mais au Maroc, il existe effectivement des sous-traitants locaux, parce qu'il existe déjà des équipementiers qui travaillent au Maroc et en Tunisie aussi pour le marché international. Le climat d'investissement au Maroc permet à des boîtes européennes et même asiatiques de s'expatrier pour bénéficier d'avantages comparatifs en matière d'emploi, en matière de fiscalité, en matière même de facilité de travail. Donc, ils vont au Maroc. En Algérie, nous ne prenons rien de tout cela.
Et nous n'avons pas de tissu de sous-traitance parce qu'aucun équipementier, ni local, ni étranger, ne s'était déjà investi dans la production de pièces pour le parc existant ou pour l'exportation. Parce que nous n'offrons aucun avantage comparatif. Nous obligeons les gens à s'associer à 51-49 avec des parties locales qui n'ont strictement aucune expérience dans le domaine. Ah, j'espère que nous n'avons pas perdu Farhat Aitali. Farhat Aitali? Qui n'est pratiquement pas favorable à l'investissement selon le sens capitaliste du terme. Nous avons des syndicats qui enquiquinent pratiquement toutes les parties qui peuvent investir en Algérie. Nous n'avons pas de tradition industrielle. Les 20 dernières années, nous sommes devenus des consuméristes non producteurs. Donc, pour trouver déjà une main-d'œuvre qualifiée sur le terrain ou alors vous faites quoi avec ces gens-là? Comment pouvez-vous prétendre que vous pouvez vous lancer dès le départ avec des véhicules montés intégralement avec des kits importés et au bout de 3 ans, créer un tissu de sous-traitants? Les sous-traitants ne se créent pas parce que l'administration l'a décidé ou un politicien mal inspiré va leur donner des ordres d'investir. Qui va leur donner les fonds? Quelle banque va prendre le risque avec un équipementier qui va produire pour 25 000 véhicules par producteur ou au maximum 50 000. Il va gagner quoi? Moi, j'ai calculé que sur les plaquettes de frein, toute la production présumée de l'Algérie d'ici 2 ou 3 ans ne rapportera pas à son équipementier 35 millions de dinars. Mais personne ne va se lancer dans un truc à 300 000 euros de bénéfice. Farhat Aitali, vous nous avez parlé de cette condition de 51-49 qui serait réellement un handicap pour l'investissement étranger en Algérie. Mais si tant est qu'elle pourrait être levée, vous pensez que cela changerait quelque chose si elle était levée dans les conditions actuelles? Ça veut dire dans un pays qui est géré, ne faut pas avoir peur des mots, par une mafiocratie? Maintenant, c'est trop tard. Peut-être qu'en 2010 ou 2011, on aurait pu ramener un constructeur, de préférence asiatique. Mais maintenant, même à 100%, même si on leur donnait nous-mêmes les fonds, une boîte sérieuse ne marcherait pas. Des aventuriers éventuellement. Ou bien des boîtes qui n'auraient pas d'autre choix que de faire exactement le même scénario que celui-là, une combine. Et Peugeot, demain, quand elle va entamer son projet, quand elle va rentrer en phase de construction, de réalisation, vous pensez qu'elle va jouer franc jeu ou rentrer dans le même filon que celui de Renault, Algérie? Renault, Algérie. Vous que Peugeot vient se sacrifier à la place de tous les autres qui se sucrent pratiquement à tire-larigot. Peugeot, je sais qu'ils sont venus négocier dans exactement les mêmes conditions que Renault. Et peut-être meilleures, parce qu'ils ont de meilleures positions maintenant en termes de finances. L'Algérie n'a plus les moyens de persuasion qu'elle avait avant. Donc Peugeot, vous pouvez l'inscrire dans le même canevas que tout cela. Il va faire exactement ce qu'ont fait tous les autres, du montage et rien d'autre. Alors, avant de rentrer dans les perspectives, nous continuons dans ce volet état des lieux. En plus des 5 entreprises d'automobiles, de voitures de tourisme, il y a aussi, je crois, si je me trompe, vous me corrigerez, Farhat Ali, 5 entreprises pour ce qui est des camions, comme on dit. Il y a 28 maintenant. 28 28 qui ont été admises à construire des véhicules utilitaires entre bus et camions. D'accord, donc nous allons avoir 5 sociétés automobiles, voitures, tourisme et 28 pour les transports, autres transports lourds, en commun, spécialisés, etc. On va avoir 28 par agrément, mais on ne va pas avoir 28 sur le terrain. Parce que les 28, quand ils se sont précipités pour avoir un agrément, chacun pensait l'avoir tout seul, manifestement. Parce que si on leur divise les importations algériennes précédentes en matière de véhicules spécifiques, elles auront pour 2 milliards de dinars maximum chacune de chiffre d'affaires. Il y a quelque chose comme 20 millions d'euros.
Mais les gens n'investissent quand même pas sérieusement pour 20 millions d'euros, ça ne tient pas la route. D'accord, ça veut dire qu'ils vont être tellement nombreux que ça ne va plus être alléchant, Voilà. ça ne va plus être... Et manifestement, c'est pour ça qu'ils les ont rendus nombreux, c'est pour justement faire reculer certains sans les interdire. Ah, voilà, vers reculer les gens sérieux à la limite, les gens qui comptaient vraiment investir Quelque chose peut-être. dans ce goût-là, oui. Mais Frata Italie, comment sont choisis ces gens-là? Avec quel mécanisme? Par quel j'allais dire décisionnaire? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des commissions? Est-ce qu'il y a une véritable enquête sur le terrain? Est-ce que c'est dans la transparence? Ou est-ce comme d'habitude, coup de fil, copinage, etc.? Sérieusement, s'il y avait des commissions sur le terrain, vous pensez que quelqu'un travaillerait sans agrément, quelqu'un serait agréé sans travailler? Et il y a le CNI, le Conseil national d'investissement, qui a la haute main sur ces décisions-là. Et comme il n'est pas tenu de se réunir dans des délais précis, il n'y a pas de délai de réponse, il n'y a même pas obligation de réponse. Donc, ils reçoivent tous les dossiers, ils peuvent mettre une vingtaine sous le coude, en libérer deux, en fonction des desiderata de ceux qui décident, rien d'autre. Hein. Si franchement, il y avait réellement une volonté d'industrialiser le pays, des textes clairs qui permettent de lancer un processus industriel, on n'a pas besoin de se réunir. Quiconque répond à ce canevas a automatiquement le droit d'avoir un agrément et on verra après son investissement à quoi il ressemble. S'il le concrétise, s'il ne le concrétise pas, il s'élimine de lui-même. Mais quand vous dites à quelqu'un, faites une usine et vous tenez son dossier sur le coude, et vous donnez un agrément à quelqu'un d'autre qui vous dit, je vais peut-être faire l'usine dans une année, vous pensez sérieusement qu'il y a une stratégie là derrière? Oui, mais Frata Italie, est-ce que la réglementation, les mécanismes de régulation, les procédures et tout ce qui est censé donc être le background, le terreau sur lequel doit reposer toute la construction, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça a été fait par de vrais spécialistes? Est-ce que nous avons copié des gens qui savent faire? À ma connaissance, non. Même les études de faisabilité des projets en question n'ont jamais été étudiées par des bureaux d'études. C'est pratiquement des demandes d'agrément avec des études empiriques comme celles de l'ANSES. Vous avez 5-6 pages dans lesquelles il y a des gros agrégats, des prévisions faites par un comptable de campagne et rien d'autre. Il n'y a même pas les plans de bâtisse. Et le côté, j'allais dire, consommateur, le côté humain de la chose. On a injecté des millions de voitures dans un pays dont la capacité routière est catastrophique. Pour pallier un peu au manque, on a construit une autoroute que les Algériens appellent l'autoroute Gruyère. On a construit des routes pratiquement jetables qui ont pourtant des garanties décennales. Elles sont supposées tenir au moins 10 ans, mais qui sont pleines de nids de poules au bout du premier mois. Il y a des accidents de la route qui dépassent largement la norme mondiale admise. Est-ce que les pouvoirs publics ont tenu compte de tout ça quand ils ont ouvert les vannes du marché automobile? Non, sérieusement, quand on parle d'ouvrir les vannes en 20 ans, nous n'avons pas importé les chiffres chimériques dont parlent les journalistes. Hein. Concrètement, en termes d'immatriculation nouvelle, depuis 2005, il n'y a eu qu'1 970 000 véhicules touristiques, plus pratiquement 800 000 véhicules utilitaires. C'est tout ce qu'il y a eu. Oui, mais c'est pas rien, Frata Italie. Ça veut dire ça, ce chiffre que vous venez de donner, qui est d'environ 3 millions de véhicules, c'est pas rien. 3 millions de véhicules dans un pays où toutes les routes sont défoncées. Non, toutes les routes ne sont pas défoncées, soyons disons quand même réalistes. Le gros des campagnes a des routes nouvelles quand même. Il y a eu plus de 23 000 kilomètres de routes nouvelles. Ils sont assez praticables quand même. Le problème n'est pas là. La Tunisie, elle a 800 000 véhicules, elle a un réseau routier qui ressemble à rien par rapport au nôtre. Le problème, il est dans le fait que le gros des véhicules est concentré dans les milieux urbains et surtout du centre. Il faut voir aussi qu'Alger
l'immatriculation à 16, elles détiennent 28% du parc algérien. Si vous allez du côté de l'ouest, moi je garde comme je veux à Tlemcen, Khanchla, ou Annaba, ou Constantine, Oran, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, c'est la calamité en matière de stationnement parce que 70% du parc véhicule algérien, il est concentré dans ces villes. Il y a aussi un problème de répartition de revenus. Donc les véhicules allant avec les revenus les plus conséquents, et comme ces revenus-là sont concentrés dans ces pôles, eh ben, on s'est retrouvé avec des villes impraticables et des villes qui pratiquement n'ont pas de véhicules. Il y a des villes juste au port d'Alger comme Médéa par exemple, le parc véhicule et terrain, il n'a pas tellement évolué. Alors, venons-en maintenant aux perspectives Farhat Aït-Ali. Donc maintenant, avec la résorption des ressources du pays qui sont connues comme étant les seules ressources hydrocarbures quasiment, avec donc l'impossibilité de construire plus de routes, d'autoroutes et même de continuer à importer autant de véhicules. Comment voyez-vous les choses pour l'avenir, Farhat Aït-Ali? De toute façon, il était question de se déconnecter de cette frénésie automobile. Et comme il y a une politique déjà de réduction des subventions sur les produits énergétiques, donc on n'est pas obligé d'interdire l'importation. Si le gasoil grimpe à 50 dinars et l'essence à 70 dinars, l'attractivité du véhicule personnel elle va vraiment être laminée, surtout avec la dévaluation du dinar. Mais maintenant, le marché national va toujours demander un certain nombre de véhicules qui ne dépassera pas peut-être les 50 000 par année, mais il faudra les importer. Et moi, personnellement, je préfère les importer en toute taxe comprise, avec même une augmentation des taxes douanières, que de permettre justement cette combine qui enrichit certains en noyant le pays avec des véhicules touristiques dont on n'a pas besoin. Mais justement, que si on veut vraiment lancer une industrie, nous avons déjà un projet qui n'est pas très au point, mais qui pourrait éventuellement avancer tout seul. C'est le projet des militaires avec Mercedes, qui pourrait servir de bon d'essai à un éventuel projet industriel futur et de centre de formation de mécaniciens de qualité, d'ouvriers spécialisés, de fondeurs. Et là, ce ne sera pas pour gagner de l'argent. Ce sera beaucoup plus un projet qui va à les années 70 pour créer l'embryon d'une industrie automobile future. Et tous les autres, ils n'ont qu'à se recycler comme ils étaient avant, en concessionnaire avec de très fortes taxes douanières qui dissuaderaient éventuellement les clients locaux d'acheter des véhicules à tire-larigot comme ils l'ont fait dans les années précédentes. Mais en attendant cet idéal, Farhat Aït-Ali, comment faire aujourd'hui pour empêcher les requins qui sont engouffrés dans le créneau de profiter du marché? Vous savez qu'il y a une campagne en ce moment qui est lancée par les Algériens, Men Chériche, parce que les gens sont ulcérés par ces gens qui profitent un max sur ce créneau parce qu'ils savent qu'il y a une forte demande, qui revendent la voiture alors que c'est des gens qui sont censés vendre en première main, qui revendent eux-mêmes en deuxième main, et la voiture qui arrive sur le marché à un prix prohibitif, à un point où les Algériens sont, j'allais dire, ils n'en peuvent plus. Ils ne veulent plus acheter. D'ailleurs, il y a une campagne très féroce qui se déroule en ce moment. Vous pouvez les voir sur les images. C'est fini. Ils disent, nous ne voulons plus acheter. Qu'est-ce que vous en pensez, Farhat Aït-Ali? Et comment faire pour justement empêcher ces gens, ces spéculateurs, de profiter sur les consommateurs? Franchement, moi personnellement, j'adhère à cette campagne parce que le consommateur est à moitié coupable aussi. Donc, il achète à n'importe quel prix, n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quelle condition, il est un petit peu complice de ses propres avanies. Donc, si les consommateurs effectivement boycottent ce genre de produits, et surtout la combine qui va derrière, ce serait une très bonne chose. Ce serait un message aussi que l'Algérien n'est plus le gogo qui est soumis à n'importe quel desiderata de n'importe quelle partie interne ou externe au système. Et il y a aussi que ces gens-là comprennent que la population, dorénavant, elle ne se laissera pas faire. Et ce sera un message aussi en dehors du secteur automobile. Une population consciente est toujours plus difficile à exploiter ou à
escroquer qu'une population inconsciente qui a eu frénésie qu'on suit les risques. Et est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce qu'il n'y aurait pas une solution plus simple, mais qui serait vraiment très, très efficace et qui consisterait à autoriser l'importation de voitures d'occasion qui soient dans très bon état, auxquelles on pourrait fixer des normes minima et qui viendraient concurrencer justement ces tacos qu'on nous vend et qui sont... Moi, personnellement, je ne suis pas pour les concurrencer. Je suis pour arrêter cette mascarade. Et comment leur interdire de travailler en hors-taxe. S'ils veulent reprendre leur statut de concessionnaire, ils le reprendront avec tous les autres qui étaient déjà précédemment ici, qui payent les droits de douane en augmentant les droits de douane à 30 à 60% pour les gros cylindrés. Celui qui veut s'acheter un véhicule qui paie par exemple 30 000 € en Europe, s'il est prêt à payer 30 000 € à l'État algérien en droits d'État, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à l'importer. Mais de là à nous déguiser une importation en hors-taxe qu'il multiplie par 2 à l'arrivée au port et qu'il répercute sur les poches des gens sans que le Trésor ne prenne un dinar, là c'est vraiment une escroquerie agréée par l'État. Eh bien justement, vous venez de dire le mot-clé de l'affaire, agréé par l'État. Une escroquerie agréée par l'État. Ça veut dire que cette escroquerie, ce qui se passe en ce moment, cette grosse arnaque que payent des millions de gens, elle n'est possible que parce que l'État est en train de fermer l'œil sur les malversations, sur les indélicatesses, sur la piraterie, sur tout ce qu'on peut, la flibusterie de gens qui sont en train de voler les gens en plein jour. Dans n'importe quel pays du monde, quand un produit est vendu au double de son prix international sans que l'État ne prélève rien du tout, ça s'appelle une escroquerie, ça n'a pas une autre dénomination. Et si l'État regarde faire, c'est qu'il est quelque part complice. Il y a des parties à l'intérieur qui y trouvent un intérêt d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas expliquer ça autrement. On ne va pas faire dans le langage empoulé à essayer de camoufler les choses. Mais justement, Frère Taïtali, puisque c'est une escroquerie et que ça ne peut pas avoir une autre qualification, est-ce qu'il y a des moyens légaux pour les citoyens de pouvoir se plaindre, non seulement contre ces gens, mais aussi contre l'État qui les protège? Les textes légaux existent. Maintenant, quelles sont les procédures pour se constituer en association de consommateurs ou en groupe de consommateurs qui s'estiment avoir été escroqués? Ça, tout le problème est là. Et il faudrait que les citoyens se présentent un par un ou en groupe ou prennent un collectif d'avocats. Mais quand vous voyez un produit qui fait 7 000 € ailleurs, qui vous est imposé à 18 000 €, et à 18 000 €, vous ne trouvez aucune taxe à l'intérieur. Moi, j'ai même des amis qui m'ont ramené des factures où il n'y a pas la TVA, elle n'est pas défalquée, elle n'est pas définie. Il veut dire que la facture, elle peut dire que c'est un TTC, ou ça peut être aussi un hors-taxe, alors qu'ils sont tenus de facturer la TVA. Ils ne sont pas exonérés de TVA à la revente, ils sont exonérés de TVA au port. Ces gens-là donnent des factures de ce genre-là aux clients. Ce client-là qui a été empêché de récupérer sa TVA, parce que des fois, si on utilise à des fins commerciales le véhicule, automatiquement, on doit récupérer la TVA. Il y a une facture, mais paye la TVA, ou ce bonhomme-là, il l'a prélevé pour son compte. Quelqu'un qui s'estime victime de ça, les gens qui sont venus vous voir, parce que ce type n'est pas exonéré. Mais il faudrait que l'État y mette des siens. Mais quand je parle que de l'État, je ne parle pas de certaines parties actuelles. Une dernière question. De regarder le spectacle. Une dernière question, Frère Taïtali. Vous pensez que l'État algérien, pour l'appeler comme ça, qui n'a rien pu faire quand il avait le vent en poupe, quand il avait de l'argent à en jeter par les fenêtres, vous pensez que maintenant, avec la crise, il pourrait faire les choses? Il peut faire mieux avec la crise qu'avec l'argent, justement. Parce que l'argent avait permis à des partis qui n'ont pratiquement aucune place dans la sphère politique ou décisionnelle d'émerger. D'émerger pour des besoins précis, justement, de répartition de cette manne. Maintenant qu'il n'y a plus cette manne, c'est maintenant qu'il peut y avoir l'émergence d'un État par élimination de ces partis.
قال لي اخي كانت دراهم عشت نتايا وحدك ولحقتنا للحيط اليوم il n'y a plus d'argent on va pas couler على جالك نتايا que ces parties-là tirent la conclusion toute seule et qu'elles se retirent Allahumma barak, qu'elles ne tirent pas la conclusion toute seule, il faudrait bien que des parties à l'intérieur du système ou à l'extérieur du système leur signifient la fin de partie. Avant que le FMI, dans 2 ou 3 ans, ne nous signifie la fin de la récréation nationale. Farhat Itali, merci beaucoup, chapeau bas. Vous avez réussi à faire cette émission quasiment tout seul. Je vous remercie infiniment et très sincèrement. Merci à Faisal Mattawi qui nous a accompagnés, que nous avons perdu malheureusement, qui aurait voulu poser d'autres questions. Merci à vous, chers amis, de nous avoir accompagnés tout le long de cette émission. Qawala khair, slama.